Allora, buongiorno. Stefano, è tutto pronto? Buongiorno, grazie a tutti di essere qui, grazie al professor Laval che in maniera davvero cortesissima ha accettato l'invito che abbiamo fatto soltanto pochissimo tempo fa di concludere il ciclo di lezioni sul neoliberalismo e come dire, non poteva esserci conclusione migliore di questo ciclo di lezioni che abbiamo intrapreso che quella del professor Laval con un intervento che, come tutti sapete, si intitola "Perché come il neoliberalismo si è radicalizzato con la crisi", che quindi dà risposta ad una domanda che ci siamo anche posti, abbiamo cercato di affrontare durante le prime lezioni di questo corso, perché trovavamo in effetti paradossale che la crisi economica prodotta dalle politiche neoliberali fosse affrontata con le stesse politiche neoliberali che avevano determinato e prodotto la crisi. Il professor Laval non ha bisogno di presentazioni. Chi però volesse approfondire gli studi del professor Laval ha due libri importantissimi pubblicati in italiano, che sono l'ultimo, il più recente, Del Comune o della Rivoluzione nel XXI secolo, pubblicato da Derive Prodi del 2014, poi del 2009 La nuova ragione del mondo, che è la sintesi migliore che c'è al momento nel pensiero sociologico, politologico europeo sul neoliberalismo. Io non dico più nulla tranne che dirvi che il testo della lezione è stato distribuito, ce l'avete più o meno in sintesi sul manifesto e integralmente su queste fotocopie che vi abbiamo dato. Impropriamente mi assumo il ruolo di fare la traduzione consecutiva della lezione del professor Laval. Vi chiedo venia perché io sono un docente di diritto pubblico e non ho nessuna esperienza di traduzioni consecutive, che sono molto, diciamo, impegnative dal punto di vista dell'attenzione, soprattutto perché ha tendenza a distrarsi come me, e quindi chiedo venia. Poi ci sono tanti amici come il professor Alberto Lucarelli, Nicola Capone, che comunque conoscono bene il francese, quindi potranno poi, quando faranno le loro domande, aiutarmi, perché le possono fare direttamente loro in italiano e in francese per farsi capire contemporaneamente da tutti. E do quindi la parola al professor Laval. Grazie. Mesdames et messieurs, je suis évidemment très honoré d'être parmi vous. Je voudrais remercier tout particulièrement Carlo Iannello qui donc m'a invité à conclure ce cycle de l'école politique sur le néolibéralisme. J'en suis d'autant plus content que ça me donne l'occasion d'abord de vous rencontrer, de pouvoir parler avec vous. C'est pourquoi j'essaierai, ça m'est toujours un peu difficile, mais j'essaierai d'être court. Mais surtout, je voudrais essayer de présenter devant vous, et c'est la première fois que je le fais en public, présenter devant vous un certain nombre d'hypothèses qui sont contenues dans un nouveau livre écrit avec mon vieux compagnon Pierre Dardot. Nous ne nous quittons plus. Donc un nouveau livre, mais qui sera petit. Ça nous changera aussi des gros livres que nous avons écrits ensemble. Donc un petit livre qui portera sur la radicalisation du néolibéralisme et qui fait suite au premier livre que nous avons consacré donc au néolibéralisme, qui s'appelait La nouvelle raison du monde. C'est un peu la suite, donc, à partir des événements qui se sont déroulés depuis 2008. Donc c'est la première fois que je présente donc ce contenu, et je voulais donc résumer en quelque sorte les grandes thèses qui sont contenues dans ce livre. D'abord,
un premier point, un constat en quelque sorte. Nous vivons actuellement une accélération des processus économiques, d'un côté sécuritaire, qui transforment en profondeur nos sociétés. Une accélération donc de la sortie de la démocratie, de la dédémocratisation, pour reprendre la formule décisive de Wendy Brown. Sous deux aspects importants s'opère cette sortie. Premièrement, une puissance renouvelée des attaques ou de l'offensive portée contre les droits sociaux et économiques des salariés. En France, il y a très nettement aujourd'hui une pression extrêmement forte contre le code du travail, mais je sais que l'Italie a connu également de telles attaques. Et puis d'autre part, à la suite des attentats terroristes en France, nous vivons une accélération des dispositifs sécuritaires qui tendent à devenir permanents contre donc les droits civils, les droits politiques des citoyens. Donc en réalité, nous avons affaire à deux formes, ce que j'appellerais des états d'urgence. Deux types d'états d'urgence. Un état d'urgence, disons, antisocial, au nom de la lutte contre le chômage, au nom de la compétitivité. Et d'autre côté, un état d'urgence sécuritaire avec une conjonction, une convergence de ces deux logiques qui viennent limiter la démocratie, qui viennent désactiver la démocratie, et d'autre part qui viennent limiter ou transformer de l'intérieur l'état de droit. Donc ce que je voudrais faire ici, c'est surtout parler de la radicalisation néolibérale, même si, comme je l'ai dit, il faut penser en termes de combinaison de ces deux types d'états d'urgence, la voie néolibérale et la voie sécuritaire. La radicalisation néolibérale me semble être l'un des phénomènes les plus marquants de la période que nous vivons. La question est donc de savoir pourquoi le néolibéralisme est sorti plus fort de la crise, est sorti renforcé de la crise. Et donc chercher, au fond, dans la rationalité néolibérale elle-même, les raisons de cette radicalisation. Et là, je crois qu'il faut évidemment rappeler ce que je ferai, ce que l'on doit entendre par néolibéralisme. Il ne faut surtout pas confondre avec un ultralibéralisme ou un libertarianisme ou un retour à Adam Smith. Et en même temps, il faut comprendre comment la crise est devenue un levier politique, un moyen de gouverner, un mode de gouvernementalité qui doit être pensé comme tel, avec des effets importants de boucle ou de circuit entre, d'un côté, cette radicalisation du néolibéralisme et puis, d'autre part, précisément la désactivation, la neutralisation de ce qui pourrait résister, ce qui, d'une certaine façon, pourrait constituer des freins ou des obstacles au néolibéralisme. Ce que je voudrais dire ici, c'est que s'il y a radicalisation néolibérale, c'est parce que le néolibéralisme s'attaque à ce qui pourrait opérer une balance, des contreparties ou des contre-forces. C'est en fait la destruction des contre-forces, finalement, qui permet la radicalisation néolibérale et qui explique, dans une sorte de cercle infernal, en quelque sorte, qui explique pourquoi il y a accélération de la sortie de la démocratie. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'introduction, parce que Carlo
s'inquiète déjà de tout ce qu'il va devoir dire, mais il va synthétiser. Allora, ci ha ringraziati per l'invito e anche perché questa è la prima volta che espone in pubblico i contenuti di un nuovo libro che ha continuato a scrivere col suo oramai costante compagno di studi Pierre Dardot, che si chiama che appunto su questi argomenti della radicalizzazione del neoliberalismo, e questo libro è qui riassunto a grandi tesi. La domanda, la constatazione da cui parte è che stiamo vivendo una forte accelerazione dei processi economici e securitari che stanno trasformando la nostra società, accelerazione che è un'uscita dalla democrazia, un processo di de-democratizzazione, lo ha chiamato, che ha due elementi importanti. Da una parte l'attacco ai diritti sociali ed economici dei lavoratori. In Francia il codice del lavoro è sotto attacco in questo periodo, e dall'altra la moltiplicazione, un'accelerazione e una moltiplicazione di dispositivi securitari rivolti contro i diritti politici dei cittadini. Da qui derivano due forme di stato di emergenza. Uno stato di emergenza antisociale in nome della disoccupazione e della perdita di competitività, e uno stato di emergenza securitario. Queste due vie sono due vie che si tengono assieme e l'obiettivo è appunto quello dell'uscita dalla democrazia e dallo stato di diritto. E cerca di comprendere come questa radicalizzazione del neoliberalismo derivi da una razionalità intrinseca allo stesso modello neoliberale, perché in realtà il modello neoliberale è diventato un sistema di governo ed è una tenaglia che opprime e distrugge e annulla tutto ciò che cerca di opporsi, e quindi indebolisce sistematicamente ciò che potrebbe ostacolare la sua radicalizzazione, tutto ciò che potrebbe fungere da contropeso, portare delle contestazioni o consentire dei compromessi. E quindi una forza, diciamo, distruttiva delle controspinte al neoliberalismo stesso. Alors, je voudrais, avant d'entrer dans le cœur du sujet, faire quelques considérations sur l'enjeu actuel de ce type d'analyse, sous le mode d'un constat. La logique néolibérale se nourrit des crises en même temps qu'elle ne cesse de nourrir, d'alimenter à son tour ce que l'on peut appeler des monstruosités, des monstres politiques impitoyables et terrifiants. J'ai évoqué tout à l'heure le terrorisme qui frappe nos pays. Des monstres qui entendent asservir, opprimer la société au nom de principes ethno-identitaires. Des monstres qui sont d'autant plus inquiétants qu'ils viennent grossissent avec la colère sociale et s'alimentent les uns et les autres dans des rapports de haine mutuelle. Parler des monstres, parler de monstruosité n'est pas sans évidemment rappeler ce que Gramsci appelait les phénomènes morbides qui travaillent les sociétés. Cette formule, évidemment, vous le savez bien, renvoie à la célèbre définition que Gramsci donne de la crise, comme un interrègne entre le vieux qui meurt et le neuf qui émerge. Mais en réalité, il me semble qu'il faut aujourd'hui corriger cette définition gramscienne de la crise. En fait, les crises telles que nous les connaissons ne sont pas nécessairement l'annonce d'un nouveau, ne sont pas nécessairement le déchirement entre l'ancien et le nouveau. La crise semble aujourd'hui plutôt faire partie d'une régulation, d'un mode de régulation à la fois politique et économique. La crise, en fait, est à la fois ce mode de conservation de l'ancien, en même temps qu'il est d'une transformation constante
qui assure une éternisation du présent. C'est au fond, avec le néolibéralisme, un mode nouveau qui, d'une certaine façon, est une répétition du même, ou plus exactement, une répétition du même, mais toujours en pire. Les succès électoraux, au fond, des partis d'extrême droite, comme le Front National en France, ou encore le succès de la campagne de Donald Trump aux États-Unis, me semble être tout à fait l'effet, le résultat d'une situation où nous avons un consensus néolibéral en haut, je veux dire où les partis de la droite traditionnelle et les partis dits de gauche s'entendent au fond sur un même ensemble de mesures à prendre, et en même temps un refus en bas de la politique qui est dictée par le bloc oligarchique qui dirige les sociétés. Au fond, si l'on veut vraiment réfléchir à l'enjeu de notre propos, évidemment, concerne le développement de toutes ces formes de nationalisme, de racisme, de protectionnisme, de fondamentalisme qui se développent comme autant de réactions à l'emprise du système néolibéral et de la domination du bloc oligarchique. C'est un nationalisme identitaire, exclusif, excluant en même temps, qui est avant tout, me semble-t-il, alimenté, nourri par un fantasme de retour aux origines, de restauration d'une souveraineté perdue, qui au fond est réactivée, plutôt qui fait retour de manière nostalgique. Lorsqu'on considère les processus politiques en Russie, les processus politiques en Turquie, par exemple, on a tout à fait affaire, me semble-t-il, à ces réactions identitaires qui ont partie liée avec la domination néolibérale dans le monde. Alors avec évidemment des phénomènes de chaîne, d'enchaînement, des phénomènes de réaction en chaîne, incontrôlés, et sans doute difficilement contrôlables en tout cas. Pour ce qui est de l'Europe, l'enjeu n'est pas moindre. Peut-être en France sommes-nous particulièrement bien placés sur le plan politique pour voir les effets très inquiétants des politiques d'austérité qui sont menées et par la droite et par la gauche, et je dirais aujourd'hui surtout par la gauche, avec une forme de radicalité tout à fait extraordinaire. C'est peut-être être trop pessimiste, peut-être ne partagez-vous pas mes inquiétudes, mais aujourd'hui, et toujours pour parler de la France, la victoire possible d'une forme de néofascisme n'est pas hors de propos, n'est pas quelque chose de purement imaginaire, n'est pas impensable. Et donc je crois que la situation dans laquelle nous sommes engagés mérite tout particulièrement donc des analyses et des discussions publiques, je dirais, qui prennent en charge, qui prennent au sérieux les effets donc du néolibéralisme. Et du côté de la gauche, en face, évidemment, il y a des développements nouveaux, des forces politiques émergentes. Mais d'une part, on voit qu'elles ont énormément de difficultés à s'organiser, beaucoup de mal à se coordonner au niveau européen, et encore plus au niveau international. Et d'autre part, on voit, c'est l'exemple de la Grèce, c'est la leçon de la Grèce, on voit à quel point l'effort, la tentative de sortir dans un seul pays des politiques d'austérité se heurte
un champ d'adversité extrêmement puissant qui ne laisse aucune place au compromis. Alors là aussi, vous me direz peut-être que Podemos en Espagne ouvre de nouveaux horizons. Évidemment, il y a des choses tout à fait étonnantes comme la victoire interne de Jeremy Corbyn dans le Labour anglais, qui peut-être réussira à infléchir la ligne blairiste du New Labour. Sans aucun doute, l'écho de la campagne de Bernie Sanders aux États-Unis doit retenir notre attention. Donc, bien entendu, il y a aujourd'hui donc naissance ou émergence de contre-forces. Au fond, l'enjeu me semble être le suivant. S'engage très certainement de façon déterminée un combat entre des forces contraires. Mais aucune nécessité historique, je crois que c'est un point assez fondamental par rapport à la croyance progressiste qui a été celle des anciennes générations, aucune nécessité historique n'assurera la victoire des contre-forces. Et donc, je pense qu'il faut regarder extrêmement lucidement et assumer un certain pessimisme, même si, comme Carlo l'a rappelé, la problématique du commun doit être élaborée, puisque nous en sommes aujourd'hui à une période où, sur le plan de la raison politique, il est absolument indispensable d'imaginer de nouveaux horizons, de nouveaux concepts, de nouvelles formes d'expérimentation, de nouvelles formes d'organisation politique. Allora, il professor Laval si chiedeva quale fosse la posta in gioco di questo governo, di questo sistema di governo neoliberale per mezzo della crisi e per la crisi, e sottolineava che la logica neoliberale si nutre delle crisi e non smette di nutrirsi di mostri politici spietati che intendono asservire la società in nome di principi etno-identitari, mostri che sono appunto la rabbia sociale, che crescono e si alimentano con la rabbia sociale e con la rabbia reciproca. Ricordava la definizione di Gramsci dei fenomeni morbidi e della definizione della crisi che dava Gramsci come un interregno fra il vecchio e il nuovo. Dice Laval, oggi la crisi, per comprendere la crisi bisogna modificare la nozione gramsciana di crisi. Perché la crisi... scusa, morbido non è morbido, è perverso. Perverso, grazie. La crisi non è l'annuncio del nuovo, ma una lacerazione, una frattura tra vecchio e nuovo. La crisi fa parte del sistema, è la conservazione dell'anziano, anzi è ciò che permette di eternizzare il sistema attuale. I successi elettorali dei partiti di estrema destra, come in Francia o la campagna di Donald Trump, il Front National in Francia, la campagna di Donald Trump in America, sono delle conseguenze dirette, come dire, di un consenso neoliberale in alto nelle oligarchie governanti e del rifiuto dal basso della politica che fanno queste oligarchie dominanti, e quindi si sviluppano forme di razzismo, nazionalismo, protezionismo, e si sviluppano tutte come reazioni al sistema neoliberale, che porta quindi un nazionalismo identitario che esclude, mosso dal desiderio di restaurare una sovranità perduta, come dire, nostalgica.
e la Russia e la Turchia sono degli esempi a questo proposito. Si innesca quindi una catena di reazioni, una catena con reazioni ad effetti incontrollabili, è la situazione nella quale e che cosa nota il professor Laval? Che dalla parte della sinistra ci stanno delle risposte che possono essere Syriza in Grecia o Podemos in Spagna o la campagna di Jeremy Corbyn in Inghilterra, però queste risposte di sinistra hanno difficoltà ad organizzarsi, a coordinarsi a livello europeo e a livello internazionale. La posta in gioco è quindi una grande lotta tra forze contrarie e che è stata, diciamo, che è cominciata e nessuno sa chi vincerà. Non c'è nessuna necessità storica, diceva il professore, che ci assicura della vittoria delle forze contrarie, delle nuove forze che stanno emergendo antagoniste al neoliberalismo, e per questo che lui ha una visione piuttosto pessimista, anzi ci esortava ad avere uno sguardo pessimista. Dobbiamo assumere una certa dose di pessimismo, sebbene la prospettiva che dava, almeno accennato, era quella del comune a queste nuove forme di sperimentazione che si stanno realizzando nella società. Merci. Juste un petit rappel sur le néolibéralisme, puisque parler de radicalisation du néolibéralisme suppose qu'on en ait une définition minimale. Donc je voudrais juste résumer, mais vraiment très, très brièvement, ce que nous avons soutenu à la suite, en nous appuyant sur Michel Foucault, dans le livre que nous avons écrit donc, en 2009, qui a été traduit en 2013 en italien, sous le titre de La Nuova Ragione del Mondo. Dans ce livre, nous prenions position clairement sur le fait que le néolibéralisme ne devait pas être confondu, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un ultralibéralisme ou avec un retour à Adam Smith ou avec un naturalisme du libéralisme classique. Mais je crois que ça a été justement le thème de séance de votre école politique. Donc je n'insiste pas trop là-dessus. Mais il importe beaucoup de bien comprendre que le néolibéralisme est une forme d'intervention politique, je dirais presque une forme d'étatisme très singulier, qui ne consiste pas simplement à restreindre l'État, à le limiter, à le diminuer, etc., mais à faire que l'État, justement, soit lui-même transformé par des politiques qui visent à transformer l'institution étatique elle-même, et qui, d'une certaine façon, transformation qui est nécessaire à l'action étatique qui vise à transformer la société. Au fond, il faut penser le néolibéralisme comme des interventions politiques à deux niveaux. Transformation de l'État, en même temps que transformation de la société par l'État. Et en allant plus loin, montrant que nous avons affaire à une logique normative extrêmement englobante qui vise à la fois les grandes institutions, mais jusqu'au sujet, jusqu'aux subjectivités elles-mêmes. Transformation qui consiste à gouverner les sujets par le marché, par la logique de marché, par la construction de situations de marché conçues comme des milieux organisant la concurrence entre les individus et imposant, par le fait même de mettre en concurrence les institutions comme les individus, les obligeant à se transformer subjectivement
J'entends par là à la fois les sujets collectifs que sont les institutions et les sujets individuels, les transformer en entreprises. Universalisation donc du modèle de l'entreprise, en même temps qu'universalisation de la norme de la concurrence. Et ceci sur le mode de l'intervention politique systématique, avec extension progressive de ces modèles par mimétisme ou par contrainte, du seul fait que lorsqu'une situation de marché est créée, pour ne pas perdre sa place, sa position, etc., les sujets, qu'ils soient collectifs ou individuels, ont à entrer en quelque sorte dans le jeu de la compétition. Et ceci vaut pour les États eux-mêmes, obligés d'entrer dans la logique de la compétition et de mener des politiques au nom de la compétitivité, qui devient une sorte de quasi-principe constitutionnel implicite, mais qui agit comme tel. Je veux dire qu'aujourd'hui, les États sont amenés à organiser l'action publique au nom de ce principe qui n'a évidemment été voté par personne, qui n'a été sélectionné démocratiquement par personne, mais qui, comme un effet du jeu systémique, créé petit à petit par les politiques qui ont été menées dans le passé, et qui agit également au niveau des sujets individuels, dans le travail, par exemple, dans leur vie quotidienne, avec évidemment des obligations de résultats, des obligations de performance, et tous les dispositifs d'évaluation, de score ou de palmarès, qui sont le lot commun du nouveau management public, qui est devenu, à partir des années 80-90, je dirais une sorte de loi générale du monde du travail, d'abord évidemment dans le secteur privé, dans les entreprises capitalistes, et puis peu à peu dans l'ensemble du champ public, des administrations publiques. Voilà, donc je crois qu'il faut toujours avoir en vue cela, si l'on ne veut pas se tromper d'analyse et de diagnostic. Je crois qu'on a perdu beaucoup de temps, à croire que le néolibéralisme c'était simplement, comme disait Bourdieu, que c'était seulement la démission de l'État, ou l'involution de l'État, ou la restriction de l'État. Je pense qu'il y avait eu là une erreur profonde dans l'analyse qui était faite. Je ne veux pas accuser Bourdieu, puisque précisément Bourdieu, le sociologue français Bourdieu, a progressivement évolué et finalement reconnu in fine qu'il y avait là un nouveau mode d'étatisme selon sa formule. Allora, parlare di neoliberismo presuppone che si dia una definizione minima al concetto di neoliberalismo. Non bisogna confondere il neoliberalismo con un ultraliberalismo, con un ritorno ad Adam Smith. Il neoliberalismo è un tipo di intervento pubblico, è una determinata politica e una tecnica di governo, è uno statalismo molto particolare. È la trasformazione dello Stato attraverso politiche che modificano lo Stato, il quale a sua volta deve modificare la società. Tutto centrato sulla logica normativa della concorrenza. La logica normativa della concorrenza modifica lo Stato in maniera tale che lo Stato possa modificare la società sulla logica normativa della concorrenza. Questa trasformazione punta a governare attraverso il mercato, attraverso la concorrenza, determinando una modificazione soggettiva, forse quasi antropologica, dei soggetti modellati sulla norma della concorrenza.
Questo in virtù di una norma della concorrenza che è diventato un quasi principio costituzionale, dice il professore Laval implicito. Gli Stati modificano la loro azione in nome di questo principio. Soprattutto ha fatto il riferimento al New Public Management, alla nuova modalità di azione pubblica che si è imposta prima nell'impresa privata e che poi è diventata una tecnica di modalità di gestione delle amministrazioni pubbliche. E dice Laval che noi in realtà abbiamo perso molto tempo perché abbiamo confuso il neoliberalismo con una diminuzione dello Stato, con un arretramento dello Stato. Un errore che ha fatto lo stesso Bourdieu, anche se nella evoluzione del suo pensiero Bourdieu poi ha compreso come in effetti il neoliberalismo fosse una forma inedita di neostatalismo. Très bien, merci. Non, en fait j'ai déjà dit un peu l'essentiel de ce que j'avais à dire. Dans la nouvelle raison du monde, nous avions insisté, surtout à partir de Foucault, sur ce que Foucault appelle la gouvernementalité, un certain art de gouverner, c'est-à-dire au fond une certaine forme d'action néolibérale, c'est-à-dire une manière de conduire les individus ou de gouverner des institutions. Et donc nous donnions beaucoup d'importance à certains types de politiques néolibérales. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes amenés à passer en quelque sorte de l'analyse de l'action, de l'art de gouverner, à une analyse du système néolibéral, une analyse plus systémique. C'est-à-dire, au fond, quand j'entends par système, un certain réseau, un certain ensemble de contraintes qui ont une certaine automaticité, une certaine systématicité, et excusez-moi des mots un peu rugueux, un peu barbares, un peu rudes que j'utilise. Au fond, tout se passe comme si les actions publiques, les politiques qui avaient été menées, s'étaient cristallisées, s'étaient pétrifiées en un système donc de contraintes sur le mode des règles, des normes, des lois, des traités internationaux qui faisaient que l'action publique elle-même s'était progressivement enfermée dans un corset de règles, de sorte que, d'une certaine façon, on peut dire que aujourd'hui, c'est aux juristes et aux économistes en même temps, aux juristes et aux économistes, en tant que les économistes sont conscients qu'ils ont affaire à des règles normatives, qu'ils ont affaire à des institutions. C'est aux économistes institutionnalistes et aux juristes aujourd'hui à prendre en charge, sur le plan de l'analyse empirique et de la théorie, ce qu'il en est du système néolibéral, à partir du moment où en effet nous avons affaire à cette machine normative qui produit des règles, reproduit, engendre finalement, par une production inflationniste, finalement, ce qui encadre de plus en plus l'action des États, l'action des gouvernements, l'action des institutions, l'action des individus. On peut prendre l'exemple tout à fait éloquent de l'Union européenne, comme cette machine normative qui finalement est passée d'un projet évidemment de construction d'un marché, à un système finalement qui aujourd'hui donc a sa propre dynamique d'une certaine façon dans l'ensemble des règles qui enferment l'action gouvernementale et qui précisément se substituent à la décision collective démocratique. Alors évidemment vous me direz, puisque je parle de l'Europe, vous me direz que d'une certaine façon cette
constitution économique était inscrite dans le projet de départ. C'est ce que nous avons essayé de montrer dans notre livre. Au fond, il s'est toujours agi, depuis le début, de construire un ordre de marché, un ordre de concurrence. C'est ça qui a déterminé l'orientation historique de la construction européenne depuis l'origine. Et cet accord de départ, ce fondement en quelque sorte, n'a jamais été remis en cause. La communauté européenne a toujours été pensée comme précisément ce marché régulé, évidemment pas par des règles sociales, encore moins par des principes moraux, mais par des règles de concurrence, et le tout encadré évidemment par un système monétaire ou des institutions monétaires qui avaient évidemment pour principe la stabilité de la monnaie. Et le tout garanti par des instances indépendantes des politiques nationales. Au fond, ce que nous montre, me semble-t-il, l'Europe, c'est l'exemple type de la machine néolibérale comme machine à fabriquer des normes qui sont des normes de marché, précisément, et qui impliquent un gouvernement d'experts totalement indépendant, précisément, du désir ou de la volonté populaire. Allora, bisogna partire dalla definizione che Laval e Dardot hanno dato nel libro della nuova ragione del mondo, seguendo sulla scia degli scritti di Foucault, su cosa sia l'azione neoliberale, quali siano le sue caratteristiche. Occorre quindi passare dall'analisi dell'azione pubblica neoliberale all'analisi del sistema neoliberale, cioè all'analisi della sistematicità, della automaticità, si scusava per il termine rude, del neoliberalismo. Il neoliberalismo, dice il professor Laval, è una macchina normativa che produce regole, che dirige l'azione degli Stati, delle istituzioni, degli individui, e l'Unione Europea è, diciamo, un esempio importante di questa macchina che è passata dall'idea di creare un mercato a una macchina che produce costantemente regole che costringono l'azione dei governi e che fuoriescono, si sostituiscono alle dinamiche della decisione politica. Il programma è quindi frutto, diciamo, il programma neoliberale, il programma di costruzione di un ordine del mercato, di un ordine della concorrenza, che ha determinato la direzione della costruzione europea sin dal suo inizio. L'accordo iniziale, che non è stato mai messo in discussione, era che la comunità europea dovesse essere organizzata come un mercato regolato, non attraverso delle regole sociali o dei principi morali, ma per mezzo delle regole concorrenziali, e collocata in un ambito di stabilità monetaria, il tutto garantito da autorità indipendenti dal potere politico. Oui, j'ajoute deux considérations. En fait, si on analyse le néolibéralisme cristallisé comme système de contrainte et non plus seulement comme des actions publiques d'une certaine nature, à ce moment-là, on doit comprendre sur le plan, je dirais, sociologique, que le néolibéralisme finit par se confondre avec la réalité. Avec la réalité, mais en mettant le terme entre guillemets. Ou comme le monde, finalement, que nous vivons, comme l'environnement qui est le nôtre. C'est très exactement, je n'ai pas mentionné dans le papier que vous avez sous les yeux, ce qui est très exactement, finalement, le cœur de la
philosophie ordolibérale allemande qui considérait finalement qu'une politique néolibérale était une politique de l'environnement, une politique d'Umwelt, une politique qui devait viser à créer le milieu de vie des individus, de sorte que s'ils avaient à choisir, s'ils restaient libres dans un système de choix, ils étaient néanmoins pris dans un milieu de marché, dans un monde de marché, qui était finalement, qui se transformait en un environnement naturel. Donc, avec ce qu'il faut bien entendre par là, c'est que, évidemment, nous avons affaire à une construction politique, à un artefact, juridico-économique, un artefact juridico-économique, mais qui devient environnement naturel des individus. Et d'une certaine façon, on peut comprendre aussi à ce moment-là que beaucoup des normes, des règles, des lois ne sont plus à disposition des collectivités, des individus, ne soient même plus des éléments de conscience. Et d'ailleurs, beaucoup des